comme d'habitude, une question. Mali, MINUSMA, persona non grata vers une prorogation au forceps? C'est notre grande interrogation. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Madame, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a demandé vendredi dernier devant le Conseil de sécurité de l'ONU le retrait de la mission des Nations Unies dans son pays. Le réalisme impose le constat de l'échec de la MINUSMA, dont le mandat ne répond pas aux défis sécuritaires, a déclaré le ministre devant les membres du Conseil de sécurité. Ces derniers doivent se prononcer le 29 juin prochain sur un éventuel renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix qui expire à la fin de ce mois de juin. Selon Abdoulaye Diop, la MINUSMA semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires exacerbées par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale du Mali. L'ONU accuse en effet l'armée malienne de crimes de guerre et de massacres de civils commis notamment aux côtés du groupe destructeur russe Wagner. Ont-ils des preuves pour cela ou alors c'est encore pour alimenter les tensions entre les Maliens? Le ministre malien a dénoncé un sentiment de méfiance des populations à l'égard de la MINUSMA et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au regard de tout ce qui précède, le gouvernement du Mali demande le retrait sans délai de la MINUSMA, a-t-il conclu. Pour les Nations Unies, le manque de coopération des autorités maliennes rend désormais impossible la poursuite des opérations de l'ONU dans le pays, en proie, nous dit-on, à une guerre civile depuis 2012. Est-ce que le Mali vit réellement une guerre civile sur son territoire actuellement? C'est la bonne interrogation d'ailleurs. Le maintien de la paix est basé sur le principe du consentement du pays hôte et sans le consentement, les opérations sont presque impossibles, a déclaré le chef de la MINUSMA, El Gassim Wane. Alors nous nous disons donc, puisque l'État malien n'est plus d'accord avec la MINUSMA, la seule chose à faire, c'est de plier bagages et de quitter le sol malien. Qu'est-ce qu'ils attendent encore ? Entravée, nous dit-on encore, dans ces opérations depuis plusieurs mois et contestée par l'opinion publique malienne, la mission onusienne a été priée de plier bagages ce vendredi par les autorités de transition au pouvoir à Bamako. Les autorités de la transition malienne justifient cette exigence par l'échec de la mission onusienne à remplir son objectif fondamental. Rappelons qu'en 2013, les fondamentaux qui ont conduit à la création de la MINUSMA étaient notamment l'appui aux autorités maliennes pour stabiliser la situation dans les régions du nord du Mali, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones, particulièrement à travers le rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. Après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation qui concernait jadis le nord du pays s'est progressivement dégradée dans d'autres régions, notamment dans le centre, a déploré Abdoulaye Diop. Monsieur Diop soutient d'ailleurs que la MINUSMA, plutôt que d'accompagner les autorités maliennes dans leurs efforts de sécurisation et de stabilisation du pays, est devenue une partie du problème en alimentant les conflits communautaires exacerbés par des allégations d'une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale. Il a ajouté que cette situation engendre un sentiment de méfiance et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la MINUSMA. Au regard de ce qui précède, le gouvernement malien demande le retrait sans délai des forces de la MINUSMA, déclare le chef de la diplomatie malienne, tout en assurant que son pays reste disponible pour coopérer avec les Nations Unies. Voilà pourquoi nous également nous interrogeons Mali, MINUSMA, persona non grata vers une prorogation au forceps. C'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatole Aïssi, journaliste d'investigation et directeur de publication du journal Le Cactus. Albert Anatole Aïssi, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jezelango. Je dis bonjour aux techniciens. Bonjour, je dis bonjour à mes co-combattants, comme je les appelle, président Bandakani, Patient Papendom,
j'ai pas tout cité ce matin. Voilà, ce matin. J'ai dit bonjour à l'Afrique, bonjour aux Maliens, qui hier 18 juin, ils allaient faire le choix d'adopter ou non la nouvelle constitution qui va consacrer la modernisation de l'État malien ainsi que ses institutions, mais surtout s'affranchir de l'impérialisme occidental et surtout français. Quand je l'ai dit, si je l'engage, je ne sais pas, en lisant ce document, je me suis pincé pour savoir si je rêvais. Vous ne rêvez pas, Albert Anatole, ici. Richard Ferrand, l'ancien président de l'Assemblée nationale française, indique clairement dans une interview accordée au journal Le Figaro et reprise par le journal Midi, qu'il faut discuter de l'éventualité, n'est-ce pas, de la modification de la Constitution française pour permettre à Emmanuel Macron de briguer un troisième mandat. J'ai cru que j'y rêvais. Mais j'ai dû relire, justement, ce texte-là. Mais et vous dites que sur le continent africain, Paris et les autres sont souvent les premiers à contester l'éventualité d'un troisième mandat, n'est-ce pas, à un potentiel candidat, si vous voulez. Mais là, c'est pas n'importe qui, Richard Ferrand. Non, c'est pas l'ancien président de la Chambre basse du Parlement français, qui vous dit, et c'est écrit en noir et blanc, qu'il y a lieu de modifier la Constitution française pour permettre à Macron de briguer un troisième mandat. Merci pour l'invitation. Il faut également dire que l'interview date de ce dimanche 18 juin de l'an de grâce 2023 du Figaro, repris justement par Midi Libre, où Richard Ferrand demande justement la modification de la Constitution française pour donner l'opportunité à Emmanuel Macron de briguer un troisième mandat. Cette information nous tient à cœur. Nous y reviendrons dans les jours à venir. Bienvenue, mesdames, messieurs. Si vous venez justement de nous rejoindre, c'est justement Parole panafricanisme. Eh bien, Palmali, Minusma, persona non grata, vers une prorogation au forceps. Albert Anatole ici, Abdoulaye Diop était devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et il a dit que sans délai, la Minusma devrait quitter le territoire national malien. Écoutez, c'est la plus bonne nouvelle que j'ai jamais connu quand j'ai suivi, n'est-ce pas, l'intervention, l'annonce de ce brillant et digne fils d'Afrique, Abdoulaye Diop, qui, depuis que la transition malienne est en marche, nous a toujours gratifié justement de très bonnes nouvelles. Et il s'agit là, je pense qu'il vient de répondre à la demande que nous avons toujours formulée, c'est-à-dire débarrasser nos espaces de vie de ces forces d'occupation qui viennent soit sous la bannière de l'ONU, soit sous la bannière de la France, des États-Unis. Parce que nous pensons aujourd'hui que dans un contexte de multipolarité, dans un contexte de souveraineté, d'indépendance, dans un contexte de rupture avec le bloc impérialiste occidental, nous n'avons plus à nous embarrasser des oripeaux, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, des complexes d'infériorité, des complexes tout court. Je voudrais, avant de revenir à votre question, situer les choses dans leur contexte. L'annonce du chef de la diplomatie malienne intervient dans un triple contexte. Un, de ce fameux rapport, n'est-ce pas, de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui accusait effectivement l'armée malienne ainsi que les instituteurs russes d'exactions présumées. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Contre les populations civiles du côté de Moura. Le second contexte intervient au moment où justement il y a toute une campagne anti-transition malienne qui porte justement sur le référendum constitutionnel qui s'est tenu hier. Ça intervient également dans un contexte où justement vous avez les forces armées maliennes qui sont en train de monter en puissance, mais qui sont victimes d'une mauvaise propagande des médias mainstream qui continuent de désinformer l'opinion publique à la fois internationale et malienne de ce que
l'armée malienne subit des revers du côté du nord du pays et que vous avez tout un territoire qui est désormais au contrôle des terroristes. Voilà le contexte dans lequel intervient justement cette demande, n'est-ce pas, du retrait de l'aménagement. Quand je l'ai dit, la prorogation, n'est-ce pas, de cette force d'occupation était prévue, c'était prévu, acté pour, je crois, le 20, pour la fin du mois, si vous voulez, je crois que c'est le 29 juin prochain, c'était pratiquement déjà acté parce que Antonio Guterres avait été sur le point justement de demander, de donner je veux dire, son avis pour la prorogation du mandat de l'aménagement de ce côté-là. Mais aujourd'hui, lorsque vous faites l'inventaire, n'est-ce pas, de l'aménagement, je parle de ces engagements opérationnels, est-ce qu'ils sont satisfaisants, ces engagements? Est-ce que les résultats sont satisfaisants? Je voudrais quand même vous rappeler que le contingent de l'aménagement, ce n'est pas moins de 10 000 hommes. Ce n'est pas moins de 10 000 hommes depuis 2013. Nous sommes rendus en 2023, c'est-à-dire 10 ans après. Quel est le résultat? Le résultat est celui que vous savez. C'est-à-dire que une partie du territoire était carrément, enfin le Mali était carrément déjà coupé. Vous aviez une partie, notamment le nord, notamment Kidal, Gao, qui était entre les mains des terroristes. Et de la France. Et de la France vacane. Oui. Vous avez donc le centre du pays qui était presque plus ou moins contrôlé par le pouvoir central. Avec l'aménagement sur le terrain. Avec tout ce que cela comporte comme moyen logistique et opérationnel. Au regard, n'est-ce pas, du nombre d'hommes impliqués, engagés au nom de l'aménagement du côté du Mali, au regard, n'est-ce pas, du matériel, du déploiement logistique impressionnant que représente l'aménagement, je pense qu'aujourd'hui, finalement, nous avons le sentiment. Nous avons le sentiment que les promesses n'ont pas suivi, n'est-ce pas, je veux dire, les promesses prises, les promesses faites, si vous voulez, les promesses faites, des engagements pris, n'ont pas été suivis des résultats objectifs et convaincants. Dès lors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez vos responsabilités. Je voudrais vous indiquer dans le contexte, par exemple, de la MONUSCO du côté de la République démocratique du Congo. Oui. Mais Antonio Guterres vous a fait comprendre que la force, les casques bleus n'avaient pas de moyens de pouvoir combattre des groupes armés. Un groupe armé qui s'appelle M23. Oui. Mais si la plus haute autorité d'une institution internationale tient un tel discours, un tel narratif, en ce qui concerne le Congo démocratique, ça veut dire qu'ailleurs, il ne peut pas avoir les mêmes moyens de pouvoir répondre à la demande, justement, des populations maliennes, de l'État malien. La situation est là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes conscient, vous dites que vous n'êtes pas capable de pouvoir remplir vos missions, normalement, mais vous continuez quand même à vous déployer. Pourquoi ils continuent à se déployer? Parce que c'est du business. Je vous ai toujours fait comprendre, Steve Longos, que les opérations extérieures, comme les OPEC, si vous voulez, qui sont ou engagées soit la France ou l'ONU, c'est de l'argent, c'est du business, c'est des gros contrats. Donc, les casques bleus ne sont pas au Mali pour, justement, lutter contre le terrorisme, ils sont là pour le business. Je salue la décision des autorités burkinabées qui ont justement demandé au secrétaire général de l'ONU de démobiliser le contingent burkinabé qui est engagé du côté du Mali. Albert Natola ici, est-ce qu'un jour les Nations Unies et en prime le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ont-ils fait le bilan de la présence de la MINUSMA sur le sol malien? Ils le font clairement, ils le font régulièrement. Mais eux-mêmes, ils le disent dans leurs rapports, dans leurs différents rapports, que la solution à la à la crise sécuritaire qui prévaut au Mali n'est pas militaire. Ils le disent. Ils disent que la solution est politique. La solution est socio-économique, c'est-à-dire qu'il faut investir, il faut créer des emplois.
il faut que l'État central soit présent. Ils le disent. Mais ils font tout le contraire. Et ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire que le même rapport a été repris par l'état-major de Barkhane. Je crois que c'est en 2020. Où ils ont clairement indiqué que même si les forces, je veux dire, multidimensionnelles faisaient 100 ans du côté du Mali, du point de vue militaire, elles n'apporteront aucune solution. C'est de l'argent gaspillé pour rien parce que la solution est politique. La solution, c'est investir sur le plan socio-économique. Oui. Mais alors, lorsque donc vos think tanks arrivent à de telles conclusions, pourquoi est-ce que vous devez donc vous obstiner à persister dans la logique militaire alors que la solution est ailleurs? Alors que vos résultats sont sur le terrain militaire sont mitigés, pour ne pas dire inefficaces. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut tirer les leçons de l'échec, n'est-ce pas, de la mission de la MINUSMA du côté du Mali. Il faut tirer les conclusions, justement, de l'échec de la MONUSCO en République démocratique du Congo, entre autres. Donc, je pense que partout où ces efforts d'occupation sont engagés, il faut les démobiliser. Il faut les démobiliser. Et en réalité, le ministre Abdoulaye Diop a parfaitement raison, à savoir que la MINUSMA fait partie du problème. Et pour continuer à jouer les intéressants, qu'est-ce qu'elle fait? Elle choisit la diversion qui est de pouvoir pondre un rapport accablant, n'est-ce pas, l'armée malienne d'exaction supposée imaginaire, d'accabler les instituteurs russes d'exaction, de piller, n'est-ce pas, le pays. C'est pas ça son rôle. Donc, je pense qu'ils sont là dans la distraction. Et ils savent qu'effectivement, ils n'ont pas pu apporter la réponse. Et je peux vous faire comprendre que le territoire malien, c'est vaste quand même. Maintenant, si le territoire malien est vaste, vous avez plus de 10 000 hommes qui sont déployés, je parle uniquement le contingent au Niger, sans compter les autres forces qui étaient sur le territoire, qui sont encore sur le territoire malien, et que vous n'avez pas de résultat, vous n'avez aucun contrôle de la situation, qu'est-ce que vous faites? Mais vous prenez vos responsabilités. Il faut être honnête. C'est honnête de reconnaître que vous n'avez pas été à la hauteur des attentes des populations. Vous n'avez pas été à la hauteur des satisfaits, de respecter vos propres engagements. Vous prenez acte et vous partez. Je pense qu'aujourd'hui, l'armée malienne avait deux problèmes. Le premier problème auquel l'armée malienne était confrontée, c'était la formation. Je pense que les instituteurs russes ont réglé cette question. Le second problème auquel l'armée malienne était confrontée, c'était la logistique. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance parce que justement, les forces armées maliennes ont la logistique appropriée. Ils sont capables d'anticiper. Ils ont maintenant, avec les nouvelles technologies qui ont été fournies par la Russie, ils sont capables de gérer les questions de renseignement provisionnel. Le clé de renseignement provisionnel était dévoyé parce que ce qu'on a appelé abusivement les alliés du Mali. Ces renseignements prévisionnels étaient dévoyés et très souvent les terroristes étaient au courant du déploiement ou des opérations de l'armée malienne. Comment faisait-il pour être au courant du déploiement des forces armées maliennes? Parce qu'il y avait un problème, il y avait un hic justement dans le renseignement. C'est-à-dire que les mêmes renseignements qui étaient donnés prioritairement aux terroristes étaient également donnés aux forces armées maliennes. Conséquence, lorsque l'armée malienne arrivait, quelquefois il était tard. Ça veut dire que soit les terroristes ont fini de commettre des exactions contre les populations civiles, soit ils avaient eu le temps de s'en aller. Albert Natouré, ici une question que les Africains se posent. Ça fait 10 ans que la MINUSMA se trouve sur le sol malien. Ont-ils jamais arrêté un seul terroriste? Par contre, j'ai appris que très souvent, on a tué quelques casques bleus. Mais je n'ai jamais entendu qu'ils ont véritablement neutralisé les terroristes. Bien au contraire, ils ont été très souvent accusés, justement, les casques bleus, d'intelligence avec les terroristes, d'exactions contre les populations civiles quand ce n'était pas le pillage, n'est-ce pas, des ressources du Mali. C'est ce qui est la question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus, je parle des casques bleus, les casques bleus ont beaucoup plus excellé dans l'espionnage que dans les missions de maintien de la paix ou d'interposition. Donc, je crois que lorsque vous tirez donc de telles conclusions,
ce qui a été fait par l'État malien, les dirigeants maliens, il faut seulement débarrasser le plancher. Et je pense que le représentant onusien du côté de MINUSMA, du côté du Mali, a été honnête à reconnaître qu'il ne peut pas continuer d'exister au Mali contre la volonté de l'État malien. Alors, Anatole, ici, on parle du maintien de la paix. La MINUSMA a-t-elle maintenu la paix au Mali? Négatif, puisque dans le communiqué du ministre des Relations extérieures, du ministre Abdoulaye Diop, il indique clairement que la MINUSMA fait partie du problème. En ce sens que dans ces différents rapports à charge contre à la fois l'armée malienne et les autorités de la transition, il y a comme une sorte d'instrumentalisation, une tentative d'instrumentalisation, n'est-ce pas, de l'opinion publique malienne, du peuple malien, une tentative de diviser le peuple malien. Et c'est ce qui est très souvent, les communautés du Nord, notamment de Kidal et de Gao, qui ont fait allégeance au bloc occidental, ont tendance véritablement à être très, très sensibles au clairon, n'est-ce pas, à la fois des médias mainstream, mais également à ces fameux rapports qui sont à charge et qui de surcroît sont biaisés. Je pense, où en est-on de l'enquête qui avait été prescrite qui avait été prescrite par rapport aux exactions présumées de la force Barkhane du côté de Mopti? Il a fallu que le ministre des Armées, de l'époque, s'en offusque pour que l'affaire soit classée. Mais il y a eu bel et bien une exaction de la force Barkhane contre les populations civiles à Mopti. Mais ils ont été classés. Ça n'a jamais été considéré comme étant un crime de guerre. Une autre question, Albert Anatole, ici, où en est-on avec la plainte déposée par les autorités maliennes contre la France, toujours au Conseil de sécurité des Nations Unies? Mais c'est ce qui prouve donc justement qu'effectivement, l'ONU fait partie du problème. L'ONU, au travers de ses démembrements, fait partie des problèmes maliens. C'est-à-dire que, comme d'habitude, ils sont dans la diversion, lorsqu'ils sont coincés, ou bien l'un de leurs alliés est coincé, eh bien, ils font dans la diversion. Mais s'ils étaient sérieux, ils auraient justement de manière sérieuse et objective évoqué ces problèmes. Mais pourquoi ils ont mis ça sur la table? Parce qu'ils estiment que la France est représentative des intérêts maliens du côté du Conseil de sécurité. C'est quelle est la question? La preuve, c'est que Abdoulaye Diop est allé plus loin en demandant solennellement au secrétaire général des Nations Unies, de l'ONU, de demander à la France d'être le porte-plume, n'est-ce pas, par rapport à ce dossier concernant la violation, les différentes violations à la fois du territoire et de l'espace malien par l'armée française. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que cette affaire ait été classée par l'ONU démontre une fois de plus que c'est une institution aux mains des mondialistes, qui est au service des mondialistes et qui n'est pas du tout au service du droit international ni de la justice internationale. Que c'est une institution moribonde, corrompue, c'est une institution raciste, c'est une institution xénophobe, donc discriminatoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir comprendre une chose. Il faut réformer cette affaire-là. Je parle de l'ONU. S'il faut continuer à y intégrer cette affaire, il faut la réformer. Sinon, je pense qu'on n'est pas obligé d'être membre de l'ONU. Ça n'a jamais rien résolu quelque part. Même l'Europe, l'Occident ne s'est pas construit parce qu'il était membre de l'Europe, n'est-ce pas, de l'ONU. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'on a créé cette affaire qui avait vocation à travailler pour la paix internationale. Mais aujourd'hui, nous constatons que l'ONU n'a jamais été au service de la paix internationale. L'ONU a été au service de la déstabilisation internationale, a été au-dessus des conflits, a été au centre des conflits, notamment sur le continent africain, des conflits armés, a été au centre de gros scandales. Donc je crois que lorsque nous évoquons la question malienne au travers de la MINUSMA, je pense qu'il faut une fois de plus saluer la décision courageuse des autorités maliennes. Il y en a qui disent qu'il s'agit d'une posture, d'une attitude souverainiste qui consiste à cacher justement l'état de la gouvernance des autorités de transition. C'est leur problème. Ces analystes des plateaux qui le disent.
ce que nous constatons, c'est qu'effectivement, pratiquement en un an, les Maliens, je parle des autorités maliennes, ont courageusement pris des postures, des décisions que certains dirigeants de nos enclos coloniaux n'ont jamais pris en plus de 40 ans quelquefois, en plus de 30 ans quelquefois de pouvoir. Et pour terminer, Albert Natola, ici, sortir de cette édition de Parole panafricaniste, le ministre Abdoulaye Diop rappelle d'ailleurs qu'en 2013, les fondamentaux qui ont conduit à la création de la MINUSMA étaient notamment l'appui des autorités maliennes pour stabiliser la situation dans les régions du nord du Mali, écarter les menaces et prendre activement des dispositions afin d'empêcher le retour d'éléments armés dans ces zones, particulièrement à travers le rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays. Après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation qui concernait jadis le nord du pays est progressivement dégradée dans les autres régions, notamment dans le centre. Donc, depuis en fait l'arrivée de la MINUSMA sur le sol malien, la situation, à la place d'aller de bon entrain, s'est aggravée. Écoutez, la MINUSMA, c'est le cheval de Troie du bloc occidental, notamment de la France, pour la déstabilisation du Mali. Oui. Ils n'ont pas peur de le mot. Il y en a qui vont quitter le complotiste. Le constat est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... Il y a les preuves. Je dis que le constat est là. C'est-à-dire que vous avez le nord du Mali qui est entre des mains, qui est encore entre des mains des terroristes. Vous avez les autorités de transition qui sont victimes de la pression internationale, qui leur estiment de mettre en musique les accords d'Alger, qui sont des accords surannés, qui ne respectent pas la souveraineté du Mali, ni les intérêts du peuple malien. C'est-à-dire que les accords d'Alger, ils n'ont pas peur de le dire également, consacrer la balkanisation du Mali, pour ne pas dire la somalisation du Mali. Donc, l'État malien devait être sous tutelle de l'ONU, un État indépendant, souverain. Et vous avez des dynamiques qui continuent à demander l'application des accords d'Alger, notamment les communautés qui sont au nord. Et ces communautés sont les communautés qui sont au service des intérêts français, au service des intérêts américains, au service des intérêts du bloc occidental. Et qui ne sont pas là pour les intérêts du Mali ou bien des Maliens. La preuve, c'est que qui les finance? Qui finance les terroristes qui sont au nord? C'est bien l'Union européenne, la France et les Américains. Donc, ils ne sont pas là, la MINUSMA n'est donc pas là justement pour pouvoir respecter sa feuille de route. Mais puisque nous avons du côté du Mali des autorités qui sont très vigilantes, très déterminées à conduire leur pays vers la rupture, vers la souveraineté, vers l'indépendance totale, eh bien, elles ont pris leurs responsabilités, qui consiste d'abord à prendre acte des méfaits, des forfaits de la MINUSMA et de leurs alliés sur le territoire malien et davantage ces projets de déstabilisation, de désinformation, mais surtout de collaboration. Je vous dis, et je maintiens ce qu'il dit, la MINUSMA est davantage un problème. Et là, elle fait partie même du gros problème. Parce que c'est le cheval de Troie. Qui assure le commandement de la MINUSMA? C'est un Français. Oui. Bon, vous pensez que une force qui est commandée par un locodème français peut avoir une mission noble? Du tout. Je ne pense pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer justement la décision des autorités maliennes. Nous pensons que ce qui ne peut pas être accepté là-bas ne doit pas être admis ici. Vont-ils plier bagages sans délai comme l'exigent les autorités maliennes? Ça prendra le temps que ça prendra. Je pense que Barkhane a voulu faire le guignol. Finalement, ils sont partis. Comme j'ai l'habitude de le dire, ils ont la montre, nous avons le temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. Toujours est-il qu'il ne peut pas continuer à exister au Mali sans l'accord, n'est-ce pas, des autorités maliennes. Merci à vous, Albert Natola, ici. Ça fait un plaisir. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.